Bienvenue sur un épisode de podcast où on va parler investissement, IMO et bourse. Surtout, si je vous parle de Renault, Vodafone, Sanofi, Électricité de France, Continental, ça nous parle, on est entouré de ces marques et on va voir ensemble les mauvais choix d'investissement qu'on peut faire et comment on peut perdre de l'argent. Les marchés ont été chahutés cette semaine et donc j'ai trouvé intéressant de faire un épisode sur le sujet. Mais avant, j'ai plein de choses à vous raconter, notamment sur ma vie d'investisseur. Eh bien le bonjour, vous êtes les bienvenus sur le podcast de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Si vous nous rejoignez pour la première fois, si vous m'entendez avec ma voix suave pour la première fois, je suis Bye Bye Patron, votre hôte. Je suis multi-investisseur, des dizaines de lots et actionnaire boursier depuis plus de 10 ans et j'ai étudié la finance pendant plus de 13-14 ans et j'ai encore une activité là-dedans. Et c'est avec ces doubles casquettes, bien sûr que j'en ai d'autres également. Je suis, un assez gros voyageur et on va en parler, en introduction de ce podcast. Mais, c'est avec ces, doubles, triples, quadruples casquettes que, je vais vous présenter l'épisode du jour. On va parler de qu'est-ce qui fait perdre de l'argent en bourse, à la fois à l'échelle d'une société et à la fois à l'échelle de l'investisseur, de la personne et notamment de l'investisseur particulier. Alors, premier point important pour l'événement qu'on organise avec Michel. Donc, il y a 2 semaines, on a annoncé, on fait un événement du 12 au 15 septembre à Lisbonne. Les places auront ouvert à l'heure où vous écouterez cet épisode. On l'a annoncé il y a 2 semaines. Si jamais vous avez pas, si vous voulez des détails ou quoi, vous pouvez réécouter l'introduction du podcast avec Romain Lehmann sur notamment les diagnostics et les travaux. On a tout présenté avec Michel. Mais voilà, sinon, les places sont ouvertes. Vous avez le lien directement dans la description. C'est du 12 au 15 au programme échange avec des investisseurs plus ou moins débutant. J'ai déjà un de mes très, très bons amis qui est un investisseur très important, hein. Je pense qu'il a à peu près une centaine de lots qui m'a confirmé qu'il venait. Michel et moi, voilà, nous, c'est plutôt en dizaines les lots et ça nous va très bien comme ça. Et après, il y a des investisseurs plus débutants. Il y a vraiment de tout. Chaque fois qu'on a fait un événement, ça s'est super bien passé. On a plein d'avis. Si jamais vous voulez, on peut vous les communiquer. Sinon, ils sont disponibles sur Trustpilot. Et les dernières fois, les places étaient parties en une seconde. En une minute, pas en une seconde. En une seconde, j'abuse. On n'est pas Beyoncé, mais en une minute, on avait vendu toutes les places. Donc là, allez voir, ne traînez pas. Pour rappel, on a une association pour ce type d'événement, donc vous pouvez passer ça en charge et nous, on gagne 0 argent malheureusement ou heureusement pour vous sur ce type d'événement. Les événements, c'est assez cher. Il y a beaucoup de coûts en termes d'hébergement, de nourriture et d'activité. Donc ça aura lieu à Lisbonne du 12 au 15 septembre. Tour en bateau, visite de la ville, goûter les spécialités et réseautage et échange sur l'immobilier. C'est vraiment l'idée ou sur les investissements en général, c'est vraiment l'idée de ce type d'événement. On n'a pas prévu de faire des conférences, on en avait fait au premier événement et on a vu que c'était les gens ils préféraient échanger de façon informelle et aussi c'est comme ça qu'on peut donner les meilleurs tips, les trucs un peu zone grise. Donc voilà, 12 au 15 septembre, première annonce, rejoignez-nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et donc voilà, vous pourrez passer si jamais en charge. La dépense, si je dis pas de bêtises, c'est 780 €, tout compris sauf le vol. Donc l'hébergement, les activités, la nourriture et c'est prix coûtant, hein. Donc voilà, rejoignez-nous, vous avez le lien dans la description et on a hâte de vous voir. On a déjà, des inscrits donc super, super content et on est ravis de passer un moment avec. Ensuite, 2e annonce que, je voulais vous faire, j'ai pris, un peu de temps cette semaine, j'avais un petit peu de temps et j'ai fait un peu le point sur mes investissements, sur, le cash, la bourse et cetera. Pourquoi? Parce que j'ai, entre guillemets «brûlé», cramé ou, certains diront investi, à peu près 50 000 € en liquidité, hein, pas en emprunt. En emprunt, c'est beaucoup plus, en 3 mois. Donc pourquoi? J'ai acheté un garage cash, j'ai eu mon appartement qui a été défoncé
qu'il a fallu refaire et on a acheté, 3 appartements avec Michel et donc ça a fait, 50 000 € de brûlés. Ça fait quand même, de l'argent et de l'argent, qu'on a beau investir dans des biens rentables, ça met quand même du temps à se refaire. Donc j'en ai profité pour faire un petit point à la fois sur tous mes appartements et sur les liquidités qui me restent. Je suis pas ici pour pour vous afficher mes extraits de compte, mais je pense que c'est intéressant et vous pourriez le faire et en même temps, j'en ai profité pour envoyer pas mal de documents à, l'expert comptable pour les déclats. Alors ce que je peux vous dire, 2 points. Premier point, c'est en fait j'ai, décomposé vraiment, tous les biens que j'ai. J'ai un fichier Excel, en fait, je l'ai mis à jour, notamment avec tout ce qui est, les loyers ont augmenté, les locataires ont pu changer, les charges malheureusement ont augmenté, les taxes foncières également. Donc c'est pas un exercice que je fais souvent parce que en gros, j'ai toujours un peu dans la tête, je sais plus ou moins, ce qu'il en est et puis on voit bien les soldes des comptes qui montent ou qui ne montent pas. Mais, c'est un exercice qui est intéressant. Le point que je peux vous dire, c'est que par rapport en fait, on fait ces calculs au moment de l'achat, mais il y a beaucoup de choses qui changent, certaines en bien, peu et d'autres en mal. Donc ce qui change en bien, c'est les loyers. Il y a vraiment des loyers qui ont beaucoup augmenté depuis que j'ai acheté, les biens. Donc entre 100 je dirais entre 100 et 200 € pour certains biens, par mois, donc ça fait quand même, une différence significative. Ça, c'est plutôt intéressant. Après, je peux vous le dire sur tout mon parc, la plus petite renta que j'ai, donc renta, c'est loyer hors charge divisé par, coût total, y compris travaux et notaires. La plus petite renta que j'ai, c'est, 7,2. C'est un moment où j'ai acheté, il y a un moment, il fallait bien enfin, on est toujours plus intelligent après. J'ai acheté, à un moment, quand on était un peu en haut de la bulle, donc c'était vers, l'été 2022. Été 2022, l'avantage, c'est que j'ai un emprunt à 2,2 ce qui, pour l'instant, on les a pas rejoints, donc j'ai 7,2 et brut. Sur cet appartement, j'ai aussi fait des travaux. Ça a été un appartement, en fait, à un moment de ma vie aussi où je me suis dit que j'allais peut-être et puis après depuis j'ai changé d'avis, mais je m'étais dit que peut-être j'allais rentrer en France, donc que ce serait un bon appartement, où habiter. Voilà, il y a des 2 garages, un balcon, il est très lumineux. Tout ça, ça rapporte pas beaucoup d'argent, mais quand on habite dedans, c'est une copro qui est assez récente, ascenseur. Tout ça, c'est des choses, quand on habite dedans, c'est très important, en tout cas pour moi. À l'inverse, il y a, c'est pas super, super rentable. Donc, ça, c'est la plus petite renta que j'ai, 7,2. Après, en général, on est autour des entre 8 et 10, hein, quasiment tout. 8 et même 8 et 12 plutôt. Et après, j'ai des 2 LCD, c'est indécent. Après, il y a plus de frais, hein, donc c'est 17,5 et 24 de renta. Donc comme ça, voilà, vous savez à peu près 7,2 le plus bas. Il y en a qui disent, que c'est difficile à trouver. Bah oui, c'est difficile à trouver. J'ai visité, je pense, peut-être, je sais pas, 600 biens dans ma vie pour en arriver là. Mais en tout cas, voilà, franchement, il y a aucun achat que je regrette vraiment, en tout cas avec les données que j'ai eues au moment de l'achat et puis le mood, du moment. Et donc, ce que je voulais vous dire, donc ça c'est, donc forcément il y a des biens, vous vous en doutez, quand en fait dès lors qu'on est à peu près 8 de renta, tout est payé, y compris taxes foncières. Moi je délègue la gestion. Donc c'est ça qui fait que, par exemple, l'appartement a 7,2 de renta. Si je ne déléguais pas, la gestion, hem voilà, en gros, tout se paierait tout seul, plus ou moins. Je serais légèrement en cash flow négatif, mais quelques cents, peut-être 30 ou 40 € par mois. Voilà et puis, bon, il est plutôt bien placé et cetera et après, dès qu'on est aux alentours de 8 de renta, hein, ça fait très longtemps que je le dis, 8 entre, voilà, plutôt 8,5 et là, on a, du cash flow, tout simplement, si on a des emprunts, sur 20 ans à des taux qui sont pas encore assassins. Heu, donc très intéressant de faire ce point. Ce qu'on peut voir, c'est que, les locations courte durée, on a des gros loyers qui rentrent. Par contre, on a pas mal de charges qui sortent. Alors bien sûr, moi, pareil, je délègue les, locations courte durée. Donc, il y a des frais de conciergerie que je regrette pas du tout, hein.
Mais c'est vrai que quand on enlève ça, plus, internet et l'électricité qui peut mine de rien vite monter, hein, plus tout ce qui est exceptionnel, la casse, des meubles, des choses comme ça. Et ben, en fait, si on fait le comparatif, enfin, si on est p je pense, si on encaisse à peu près le double d'un loyer normal, et ben, à mon avis, on s'y retrouve pas. Donc là, les réglementations ont été, augmentées, hein, enfin plus contraignantes. Et c'est là que je me dis: «Bon, bah, au pire du pire, voilà, si demain je peux plus faire de location courte durée, et ben, je ferai de la longue durée et ça ira aussi». Les biens avaient été achetés avec des rentabilités, suffisantes. Le gros avantage de la location courte durée, c'est que en fait, quand tu montres au banquier, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le fais, je lui montre les loyers encaissés, y compris le ménage, hein. Hop, je montre tout l'argent qui rentre et comme ça améliore mon dossier, bancaire. Voilà, c'est un petit tips que je peux, vous donner. Mais bon, voilà, on est satisfait, ben, voilà, c'est des sommes à 6 chiffres, hein, qui rentrent, mine de rien, même plus que ça, hein, enfin, c'est pas 7 chiffres, mais voilà, bien plus que 100 000 €, donc mine de rien, c'est toujours, bon de faire un petit point dessus, hein, quand on commence à encaisser, bah, je sais pas, 10 000 € par mois, même si après on en ressort une partie, bah, ça fait toujours, plaisir. En revanche, pour, les choses qui fâchent un peu, c'est, les taxes foncières. Bon, bah, voilà, on est en France, hein, l'argent est très bien utilisé, par l'État, donc c'est normal de lui donner à peu près 60-70 de ce que vous gagnez. C'est, apparemment, c'est pour les routes et les hôpitaux. Donc voilà, taxe foncière, ça a beaucoup augmenté, hein. Je trouve le pire exemple, c'est j'ai un appartement de 45 mètres carrés dans un immeuble assez récent, 2 garages, 2 grands garages quand même, et j'ai une taxe foncière, tenez-vous bien, de, 1 197 €. Donc je trouve ça, vraiment incroyable. 1 197 € pour un appartement de 45 mètres carrés avec 2 garages. Voilà, mais bon, voilà, vu que c'est bien utilisé, je suis très content de contribuer à ça, en plus des centaines de milliers d'euros de frais de notaire qui ont été versés tout au long, plus, bah, les impositions, en cas de revente et notamment maintenant la réintégration des amortissements sur le meublé. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voulais vous dire, c'est, les charges. C'est vraiment le truc, moi, j'ai que des biens en copro. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que là, sur les dizaines de lots qu'on a, clairement, ça me prend, vraiment très, 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 très peu de temps. Heu, je saurais pas dire, mais c'est sûr que c'est moins de 2 jours par mois de gestion. Donc voilà, peut-être 1 jour par mois. Donc pour ça, je suis plutôt, très content. Et notamment, bah, pourquoi est-ce que je travaille très peu là-dessus? Parce que, ben, c'est dans des copros et j'ai des gestionnaires. Alors bien sûr, ça a un coût, tout ça, mais en termes de taux horaire, je pense que c'est dur de faire mieux. Et par contre, ouais, la grosse, en fait, la ce qui est vraiment, compliqué, c'est les charges. Dans certains appartements, les charges se sont vraiment envolées et ben, en fait, on est un peu bloqué. Le pire exemple que j'ai, je vais quand même vous le donner. En fait, on a acheté un appartement, heu et on nous avait annoncé qu'il y avait à peu près 100 € de charges par mois, donc 1 200 € et en fait, c'est un appartement dans une copro, donc c'est plusieurs immeubles et en fait, dans cet immeuble, dans cette copro, on a déjà un autre appartement et les 2 font la même taille. Il y en a un, pour lequel on a un garage en plus, donc ça rajoute des millièmes, ça rajoute des charges de copro et là, en fait, les charges, elles sont complètement envolées. Donc pour celui qu'on a avec garage, on est maintenant à peu près 2 000 € par an, donc ça commence vraiment à piquer, hein. Bon, il y a le chauffage inclus, mais quand même 2 000 € par an et en fait, l'autre et ben, on s'est embrouillé avec le syndic, on leur a demandé des comptes et tout. Visiblement, ils ont signé un juste pour cet immeuble, un très mauvais contrat de gaz et donc on a 2 800 € de charges de copro. Donc ça fait, c'est très, très pénalisant, hein, parce qu'en fait, on peut pas vraiment le re on paye des charges qui sont élevées, on peut pas vraiment le revendre avec des charges aussi élevées. Et bon, bah, là, on en répercute une partie sur les locataires, mais c'est quand même, très embêtant, je trouve. Voilà, en gros et on l'a acheté il y a moins de 2 ans. Quand on l'a acheté, c'était 100 € par mois et là, les charges il y a pas de travaux, hein, c'est vraiment juste le gaz. On a analysé en long, en large et en travers les décomptes et il s'avère, en fait, juste qu'ils ont signé un mauvais contrat de gaz, donc ça, c'est vraiment, le point. Je vais faire un point justement avec mon gestionnaire locatif pour qu'il, récupère, ben, qu'on augmente, les avances sur charge, sur certains appartements parce que ça a vraiment augmenté. En fait, on fait ces calculs à l'instant T
Bon là, voilà, on a vu, il y a eu le conflit en Ukraine et cetera qui a fait augmenter tous ces tarifs. Mais c'est assez compliqué. Après, ben, on a quasiment tous les, je dirais 9 appartements sur 10 en cash flow positif, hein, donc c'est plutôt bon. Et en fait, je vais vous parler quand même des 3 appartements, les 3 derniers appartements qu'on a achetés en fait, les 3 que j'ai achetés en janvier, ils ont un cash flow légèrement négatif. Voilà, c'est moins de 100 € par mois. Et il y en a 2, il y en a un, c'est moins 300 sur l'année et l'autre moins 400 sur l'année avec les frais de gestion locatif. Et là, j'ai tout inclus, hein. PNO, assurance, remboursement d'emprunt, bah, justement, un gestionnaire locatif, les charges, et cetera. J'ai vraiment tout inclus et donc je me dis: «Mais attends, est-ce que j'ai fait une mauvaise affaire en voyant ça?» Voilà, je me dis: «Punaise, pourtant les appartements, je suis sûr de les avoir bien achetés». Et en fait, bah, j'ai fait un point donc pour vous dire, j'en ai acheté 3 appartements. Le premier, donc j'ai quand j'inclus tout, j'ai moins 300 € de cash flow, négatif sur un an, hein, pas par mois, hein, sur un an. Et en fait, j'utilise Finari pour faire un point sur tous mes comptes, hein. Franchement, c'est dur d'avoir un avis, c'est pas que je déconseille, mais je conseille pas non plus. Il y a beaucoup de problèmes de connexion et de synchronisation avec les comptes. On passe quand même beaucoup de temps, mais c'est quand même l'outil le plus efficace que j'ai trouvé, notamment, bah, avec les dizaines d'emprunts que j'ai et les dizaines de lots. Et donc Finari, ils vous font une évaluation, du patrimoine et donc donc c'est un peu comme Meilleur Agent, hein, ils ont un accord avec un site, je sais plus le nom. Et en fait, donc l'appartement où j'ai moins 300 € de cash flow, il dit que je l'ai acheté, 22 000 €. Enfin là, j'ai 22 000 € de plus-value par rapport au prix payé. Donc voilà, je savais que j'avais bien acheté, hein, 26 de plus-value latente. Alors après, voilà, ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est une estimation. Mais voilà, moins 300, versus 26 000. Donc vous voyez, en 1000 ans, en 1000 ans, peut-être que le cash flow aura, enfin, ou on s'entend, je sais pas. Mais voilà, moins 300 sur 10 ans, ça fait moins 3000 et moi, j'ai 26 000 de plus-value latente. Donc plutôt un bon achat. Un autre appartement, pareil, c'est un peu comme celui où j'ai la renta qui est un peu plus faible à 7,2. On l'a acheté, c'est vraiment l'appartement peut-être le mieux placé de la ville, meilleure vue de la ville, meilleur copro de la ville. Donc forcément, ça a un prix et on l'a impacté un peu sur le loyer. Mais pareil, emplacement de parking, tout ça, c'est des choses qui font un peu baisser la renta. Malgré tout, d'ailleurs, on a trouvé un locataire là, il va signer le bail très très prochainement. Donc là, on a moins 400 € de cash flow, d'après mes calculs sur l'année et je vous rappelle, y compris PNO, taxes foncières, gestion locative, les charges qu'on peut pas répercuter aux locataires et celui-là, on est à plus 18 000 €, par rapport à ce qu'on a payé. Sachant que ce qu'on a payé, il y avait des frais d'agence immobilière. Donc en fait, par rapport à ce que, le net vendeur du vendeur, bah, on serait plutôt à plus 36 000 €. Donc non, plus 26 000 €, pardon, plus 26 000 €. Voilà, donc quand même 400 € par an, je vous rappelle par an, versus, 26 000 € de plus-value latente et le dernier, donc celui-là, on l'a pas encore loué. En fait, j'avais fait une annonce qui avait beaucoup de je vous avais dit, on a des petits travaux à faire, de la copro qui bouge pas comme d'hab et celui-là, on est à moins 1 200 sur l'année et bah, là, en fait, l'estimation, elle est à plus 53 000. Donc voilà, 53 000 €, 25 de plus-value latente. Donc voilà, de prendre un peu, on accepte de prendre un peu de cash flow négatif. Enfin, en tout cas, moi, après ça dépend forcément de votre, vision de l'investissement. Si vous commencez, il faut pas vous mettre des biens à cash flow négatif, en sachant en revanche, bien sûr que, les loyers couvrent largement la mensualité. Ce qui fait que le cash flow, il est négatif, c'est principalement taxes foncières et gestion locative. Donc voilà, par exemple, sur le bien où je suis à moins 1 200, et ben, j'ai, 900 € de taxes foncières, 850 € de, gestion locative et 110 € de PNO. Donc rien que ça, on serait en cash flow positif si on faisait juste, loyer plus charges moins, remboursement et charges payées. Mais voilà,
c'est des choses, on en était conscient, hein, on les accepte. C'est des très faibles montants. Voilà, si un jour on augmente les loyers de 30 €, on sera, ou alors si on renégocie les emprunts parce que du coup on a des emprunts, qu'on a payés plus cher, mais à environ 3,7, entre 3,4 et 3,7. Si un jour on renégocie, bah, forcément on passera en cash flow positif. Par contre la plus-value latente, elle sera toujours là. Donc on accepte, en cumulé, on a peut-être 2 000 € de, cash flow, négatif, une fois qu'on a tenu compte de tout, juste sur ces 3 appartements. Mais, à l'inverse, on a pris à peu près 80 000 € de plus-value latente. Donc 2000, voilà, 40 ans de différence, en sachant bien sûr que, bah, pourquoi est-ce qu'il y a du cash flow négatif? Notamment, on a un emprunt sur 15 ans et pas sur 20 ans, et bah, c'est les remboursements. Donc tôt ou tard, voilà, ces remboursements, bah, ils seront remboursés. Mais voilà, je voulais quand même être transparent avec vous sur un peu, les résultats. Après, tous les autres biens qu'on a, ils sont en cash flow positif, hein, donc et c'est pas 2 biens, hein, c'est plus que 10 biens, que j'ai avec Michel. En plus de cela, voilà, plus, moi, mes appartements, à part celui dont je vous ai parlé, pareil, bah, c'est quand même, il y a quand même de quoi faire. Il y en a que, celui avec la plus petite renta qui est en cash flow négatif, et tous les autres, cash flow, positifs, donc largement. Donc voilà, on perd pas d'argent, chaque année, on encaisse quand même, avec, l'immobilier, et surtout on rembourse. Bah, les remboursements, ils sont, ils sont assez élevés. Voilà, bon, je vais pas vous raconter toute ma vie, mais bon, c'est, bien sûr plusieurs dizaines de milliers d'euros par an, et si c'est pas, non, mais c'est même c'est même des remboursements à 6 chiffres chaque année. Mais voilà, heureusement, on a des loyers en face. Donc l'immobilier reste, rentable, surtout, bah, on a des plus-values latentes. Après, bah, tant qu'on n'a pas tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas gagné, on n'a pas perdu. Mais ça a été des choix qu'on a fait, des choix d'investisseurs matures, je pense. Et on accepte de perdre un tout petit peu de déjà, les cash flows, négatifs là dont je vous parle, ils sont largement compensés par tous les autres biens qui ont des cash flows positifs, et puis, ben, le jour où on revend, bah, je préfère avoir mis, 1 000 € sur la table chaque année, et puis prendre 80 000 € le jour de la revente, plutôt que gratter, quelques dizaines d'euros ou centaines d'euros de cash flow et ne pas avoir de plus-value latente. C'est des choix de biens. Hier, une des personnes que je coach m'a demandé, quel type d'appartement, dans quel type d'immeuble j'investis, et vraiment, j'ai de l'immeuble de 1900, je pense, à, mon appartement le plus récent, il a été construit en 2010. Donc comme ça, on a une large, panoplie. On essaie d'avoir des biens de plus en plus récents avec Michel, bah, parce que, DPE, parce que, aussi, bah, souvent ils sont mieux tout simplement. Il y a des balcons, il y a des parkings, et cetera, mais ça, on peut pas le faire au début de sa carrière d'investisseur. Voilà, si vous voulez qu'on vous coach, Michel et moi, eh ben, vous pouvez nous rejoindre au Club Invest. Vous allez sur clubinvest.fr, vous avez le lien dans la description, et tous les membres qu'on a, eux, ils ont des biens à cash flow, positifs. Tous les membres, débutants, bien entendu, on fait tout, pour que, voilà, qu'ils aient des biens rentables, et tous les membres qu'on a accompagnés depuis, plus de 3 ans et demi ont trouvé des biens, ont des biens rentables, vous pouvez prendre n'importe lequel, et d'ailleurs, si vous venez à Lisbonne, il y en aura. Si vous venez à Alicante, il y en aura, voilà, on ment pas, on fait pas des vidéos, YouTube réussites participants avec un invité qui aurait acheté il y a un mois. Donc voilà, on est super, confiant, transparent et fier par rapport à ça. Donc si vous voulez faire des investissements rentables, Gros, Club Invest, ou alors vous allez sur mon site grosbier.com, il y a un lien directement dessus. Donc ça, c'était, sur l'actualité, Investimo, voilà. Donc bah, on n'a plus qu'un bien vide pour l'instant, parce que, ben, travaux de copro, hein, dont je vous parlais, et d'ailleurs ça va nous permettre de tenter quand même d'augmenter le, loyer, un petit peu, et puis pour celui à un cash flow négatif de moins 1 200 €, peut-être qu'on arrivera à moins, je sais pas, 600 €. Et puis un jour, on prendra cette belle petite plus-value de 60 000 € qui nous attend. Voilà, je pense, avoir fait un bon petit tour. Le dernier point, on va pas s'étendre dessus, c'est, allez hop, si quand même j'en parle, je vous mets un petit jingle transition. La petite actu, qui peut être une grosse actu selon à quel point vous y êtes exposé, c'est le hack, de Bybit. Bybit, c'est, le deuxième plus gros exchange de crypto, juste derrière, Binance, et devant, Coinbase. Après bon, voilà, il y a toujours
On peut toujours faire des classements, comme on veut, mais voilà, imaginez, ça pourrait être la deuxième plus grosse banque du monde, entre guillemets, hack revendiqué, enfin pas revendiqué, mais visiblement ça vient de la Corée du Nord, plus d'un milliard d'euros d'Ether, hein, je crois que c'était d'Ethereum, dérobé. Voilà, avec Sam, je vous refais pas la pub, mais avec Sam, qui est investisseur crypto depuis 2012, qui connaît bien, hein, ces histoires depuis le temps, il en a vu passer des histoires de hack et cetera, y compris de la Corée. On a une formation, hein, ne pas se faire plumer, et générer des revenus, passifs en crypto, et on vous explique, bah, justement, vous, ça vous serait pas arrivé si vous aviez suivi les bonnes pratiques, qu'on vous explique, dans la formation. Donc si jamais, vous voulez, nous rejoindre, bah, vous allez sur grosbillet.com et il y a formation à prix canon en haut à gauche. Vous cliquez et puis vous avez la formation avec Sam sur, la crypto. Voilà, la crypto, bah, c'est la volatilité, elle est intrinsèque à la crypto et elle est notamment liée à tout ça. Et bah, quand il y a un hack maintenant, en fait, les marchés crypto et les marchés actions sont assez liés, et c'est pour ça notamment que j'ai voulu vous faire l'épisode du jour. Après 25 minutes d'intro, ça ne se rate pas, sur, je pense que c'est le record, bah, sur qu'est-ce qui fait perdre de l'argent en crypto. Mais je pense que c'était intéressant de faire le point sur, sur mes investissements IMO, vous dire un peu les leçons que j'en ai tirées, et ben, faites l'exercice si vous pouvez. Franchement, ça m'a pris presque une journée. Bon, forcément, il y a beaucoup de biens, mais ça m'a pris presque une journée de tout mettre, vraiment de tout récupérer, toutes les taxes foncières de toutes les communes, toutes les PNO, toutes les charges de copro, tout, voilà, tous les baux. Forcément, parce que le gestionnaire locatif, parfois, il change les locataires, donc on sait plus exactement, quel est le loyer exact, et cetera. Ça m'a pris presque, une journée, parce que aussi j'ai regardé un peu les frais, non récurrents que j'ai eu sur l'année pour les envoyer au comptable. Par exemple, j'ai eu des travaux, sur un radiateur, dans une copro, chauffage collectif, et cetera. Donc, tout ça, ça m'a pris presque une journée, et ceux qui font, leur comptable, vous le savez très bien à quel point c'est long, mais profitez-en pour faire, l'exercice bien par bien. Le comptable, l'expert comptable, ben, il le fera pas pour vous ça, il vous fera, à l'échelle de la SCI, à l'échelle du LMNP ou du LMP, mais pas bien par bien, et or c'est comme ça qu'on gère au mieux. Et on est parti avec l'épisode du jour. Voilà, 27 minutes d'intro, c'est un record, mais c'est un épisode en solo, donc de toute façon, c'est mon podcast, donc je suis un peu comme je veux. Du coup, l'épisode, c'est qu'est-ce qui vous fait perdre de l'argent en bourse? Si vous le savez pas, j'ai une formation, c'est la formation qui s'est le mieux vendue, sur laquelle j'ai eu les meilleurs retours, qui s'appelle Bourse de la théorie au gros billet. Et pour l'occasion de ce podcast, donc il va sortir, si je dis pas de bêtises, le 5 mars, et donc jusqu'au 25 mars, allez, je vais faire pendant 20 jours, vous aurez une, réduction, sur, la formation. Allez, moins 25. Moins 25, c'est le maximum, hein, que je fais sur, les formations, avec le code promo NICE, N-I-C-E. Pourquoi? Parce que je vais à Nice, tout simplement, ce week-end. Donc avec le code promo NICE, vous aurez, 25 si vous voulez accéder à la formation. Grosbillet.com. En haut à gauche, vous avez, les formations à prix canon, et sinon le, grosbillet.com/bourse, vous aurez le lien dans la description, et vous aurez un code promo donc sur, avec Nice, moins 25, et c'est la formation, je pense, la moins chère, qui existe, hein, sur le sujet de tout le podcast game, en sachant que, bah, moi, j'ai une expérience professionnelle de plus que 10 ans en finance, j'ai étudié la finance pendant 13 ans. Voilà, et donc puis je suis investisseur, boursier depuis plus que 10 ans, donc je sais pas ce qu'il faut de plus. En tout cas, ça va être le sujet, de l'épisode. Qu'est-ce qui fait perdre de l'argent en bourse? Et puis je vais essayer de vous, donner, des exemples, le plus d'exemples possible. Donc pour ça, j'ai des notes. Donc premier point, allez hop, je vais mettre un petit jingle entre chaque. Premier point, et peut-être avant qu'on attaque, je vais faire un tout petit point sur les ETF. Tout maintenant, beaucoup de gens le savent, et j'en parle dans ma formation en détail sur les ETF, et j'ai déjà fait des lives sur les ETF, et cetera. C'est un très bon, moyen d'investissement. J'ai une grosse partie, à peu près 50, je dirais, de mon portefeuille qui est investi en ETF. Mais les ETF font aussi des défauts. Pour en citer quelques-uns, surexposition au marché US en ce moment, alors qu'il est au plus haut, avec des multiples qui sont très importants. Si on regarde, 70 du, MSCI World, donc de l'indice, boursier mondial,
il est aux US. Si on regarde le S&P 500, on pense qu'on investit dans 500, mais en fait, à partir de, je crois, à peu près la 13e société dans l'ordre, eh ben, il y a, ça représente moins de 1% par société du portefeuille, et il y a des sociétés qui représentent 0,01%. Donc quand c'est à la hausse, c'est bien, mais sinon on a à peu près, par exemple, Nvidia et Apple qui représentent de l'ordre, alors c'est deux têtes, hein, mais peut-être 6-7% chacune du S&P 500. Donc les surexposés à la tech, hein, si on regarde le top 15 des boîtes qui sont dans le S&P 500. Eh bien, donc on peut voir maintenant c'est très tech, hein. Donc si, je regarde, par exemple le top 10, il y a Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta, Tesla, on va dire Tesla, c'est à la moitié tech ou non, Berkshire Hathaway, donc la société de Warren Buffett qui est principalement investie dans Apple, si je dis pas de bêtises. Broadcom, c'est aussi de la tech, et Walmart 10e aujourd'hui. Et donc voilà, si on peut avoir une forte position sur la tech, et bah, moi, je vous l'ai dit, j'ai à peu près la moitié de mon portefeuille qui est dessus. Mais les sociétés, par exemple, si on regarde le top 10 en 2005, il y a 20 ans, c'était General Electric, on va en parler, ExxonMobil, Microsoft. Donc je dirais que c'est à peu près la seule société qui est encore là 10 ans plus tard, 20 ans plus tard. Citigroup, Walmart, bon, ils étaient 5e, voilà, Pfizer, Johnson Johnson, AIG, Procter Gamble, Bank of America. Donc on voit que ça a tourné. Donc en gros, on sait, il y a une fonction, on dit auto-nettoyante via les ETF. Ce qu'on voit également, c'est qu'en fait, aujourd'hui, si on investit, alors c'est ma position, de toute façon, rien n'est un conseil en investissement, hein, c'est juste mon point de vue. Eh ben, si en fait, aujourd'hui, on investit principalement dans le S&P 500, on investit dans quasiment que de la tech, et comme si à 20 ans, on avait investi que dans de l'industrie, de l'énergie et des services financiers. Et en fait, bah, en gros, les plus gros investissements qu'on aurait fait il y a 20 ans, bah, aujourd'hui, ils sont plus dans le top 10. Et à l'inverse, voilà, il y a eu d'autres sociétés qui ont performé. On parle aussi souvent des investissements growth, donc plutôt à la croissance et value. Là, à l'heure actuelle, dans le S&P 500, les principales positions, c'est pas des investissements value, c'est des investissements growth. Donc voilà, il y a eu des périodes sur le marché où ça a été bien de miser sur les growth. Il y a eu d'autres périodes où c'était sur la valeur. Warren Buffett, il parle souvent de la valeur, tout comme voilà, c'est son mentor Benjamin Graham. Donc voilà, l'un n'exclut pas l'autre. Je suis investi en ETF, mais c'est pas pour ça que je fais pas aussi des investissements dans des actions. Et puis pour l'instant, ça s'est plutôt bien passé. Alors, premier point que j'ai mis, et ça c'est un point qui est très très important, et pour ça il faut regarder un peu autre chose que juste les courbes, c'est investir dans des sociétés qui sont trop endettées. Alors, je vais vous donner deux exemples. General Electric, donc pour rappel, en 2005, c'était la plus grosse société du S&P 500, donc la plus grosse société probablement du monde à l'époque. Ils avaient une dette de 556 milliards en 2008, et depuis, bah, en fait, ils n'ont pas réussi vraiment à s'en sortir, et l'action entre 2016 et 2020, elle a fait moins 75%. Donc ça, c'est vraiment, en fait, les sociétés endettées, elles n'arrivent pas à s'en sortir. Il y a l'autre exemple, c'est EDF. Ils ont, la dette, elle est passée de 28 milliards à 63 milliards en 10 ans entre 2007 et 2017. Et du coup, il y a, ben, on le voit, hein, tous les problèmes qu'on a maintenant avec avec ben, le nucléaire, les industries, l'énergie renouvelable et tout ça. Et en fait, les sociétés endettées, un autre exemple qui est connu, c'est Casino, les supermarchés Casino qui ont vraiment, ils ont quasiment, enfin, si vous regardez le cours, je crois qu'il a fait moins 99%. Donc voilà, très compliqué. Un autre exemple, Volkswagen, en ce moment, ils sont pas très bien, hein. Il y a eu 40% de sous-performance pour Volkswagen par rapport à ses concurrents. Pareil, grosse dette. Renault, pareil, en 10 ans, c'est passé de 30 à 50 milliards, et ils n'arrivent pas vraiment à s'en sortir. Et si vous regardez le cours de Renault, il a fait moins 60% entre 2018 et 2022. Et ça, c'est des sociétés qui, en général, elles s'en remettent pas, hein, d'un endettement comme ça qui est important. Elles n'arrivent pas à dégager assez justement de cash pour à la fois faire face à la dette et déjà rien qu'aux intérêts et se désendetter. Donc c'est problématique en plus de toutes les problématiques opérationnelles qu'elles peuvent avoir. Voilà, Volkswagen par rapport aux véhicules électriques, au Dieselgate et tout ça. Donc ça, c'est vraiment un problème. Il y a aussi Telecom Italia, pareil, 34 milliards de dettes,
et le cours, il a perdu 80% entre 2018 et 2024. Vodafone, pareil, ils ont dû faire une coupure dans les dividendes. Donc voilà, c'est des sociétés qui sont quand même connues, dans lesquelles on pourrait se dire: «Bon, bah, je sais pas, j'aime bien la nouvelle R5 électrique» ou Volkswagen, c'est une boîte d'avenir, ou le nucléaire, par exemple. On peut avoir une conviction sur le nucléaire en se disant que, voilà, les énergies renouvelables pour l'instant, c'est pas visiblement la solution parfaite. Mais quand les sociétés sont très endettées, ça se passe, très mal. Donc ça, c'est vraiment, on n'en parle pas assez. En fait, le point que je voulais souligner particulièrement, c'est que souvent, quand, quelqu'un ne connaît pas très bien la finance ou pas très bien les marchés financiers, il va regarder quoi? Il va regarder, les ventes. Il va se dire, je sais pas, admettons, Apple lance un nouveau téléphone, ah bah, c'est sûr, il va bien se vendre. Ou, je vais investir dans EasyJet, tout le monde prend EasyJet, moi je prends EasyJet. Je vais investir dans les sociétés dans lesquelles je dépense de l'argent, donc je vais investir dans EasyJet. Ou alors ils vont regarder peut-être le profit. Le profit, alors soit on regarde l'EBITDA, ou l'excédent brut d'exploitation en français, et là, ben, ça tient tout simplement pas compte, des intérêts de la dette. Donc, ou alors ils vont prendre à la limite le net profit, mais dans le net profit, il y a les intérêts, mais il y a pas les remboursements d'emprunts. C'est comme les impôts en immobilier, ils tiennent pas compte de si vous avez acheté le bien cash ou non. C'est juste les intérêts que vous allez pouvoir déduire, mais les remboursements, non. Donc, regardez des ratios du type PER ratio, qui est price earning ratio, donc qui est le ratio à peu près le plus connu en bourse. Et ben, ça va pas beaucoup vous aider dans ce type de société, parce que vous allez vous dire: ah ok, le price earning ratio, c'est combien de fois le bénéfice on paye une société. Donc, si la société, elle a fait peut-être, par exemple, qu'elle vaut 500 millions et qu'elle a fait 100 millions de bénéfices, bah, on a un PER de 5, et 5, ça peut être considéré comme bas. C'est comme si vous pouviez acheter un appartement 500 000 euros qui vous dégageait 100 000 euros par an de renta nette, enfin de cash flow net. Et on peut se dire: ouais, bah ça c'est intéressant, sauf que, enfin, ça n'a pas vraiment du cash flow parce que vous auriez les remboursements. Mais on peut se dire: «Ouais, voilà, le prix, il est bas, par rapport aux multiples et tout», mais en fait, il y a l'endettement, et l'endettement, souvent, en plus, les sociétés ne remboursent pas leurs dettes, elles les font rouler. Donc en gros, c'est comme si vous aviez des prêts in fine, et en fait, arrivé à la date d'échéance, et ben, ils vont réemprunter le même montant aux conditions du marché. Donc si les taux ont augmenté, comme ça a été le cas récemment, ça peut vraiment les plomber. Ou alors s'il y a une défiance du marché parce que les résultats, ils sont un peu moins bons, et ben, on leur prête plus d'argent, ou alors dans des conditions qui sont, on peut avoir des sociétés qui empruntent à 13, 14, 15% d'intérêt, et donc là, ça va également les plomber. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention. Je pense que j'ai jamais entendu de vidéo YouTube ou de podcast qui en parle, mais l'endettement des sociétés, c'est vraiment le, point, crucial. Après, il y a tout ce qui est concentration ou excès de diversification qui peut vraiment, peser sur la société. Donc l'exemple, que j'ai pris de over concentration qu'on pourrait considérer, c'est, notamment les économies d'Europe de centrale, Slovaquie, Hongrie, qui ont été, énormément dans tout ce qui est, industrie, des véhicules, avec notamment Skoda, Volkswagen. Et bah, là, avec, justement les voitures électriques, ils ont eu des gros problèmes. Donc, ça représentait jusqu'à 40 des, des exportations. Et en fait, bah, là, vraiment ça, bah, c'est un peu la cata, hein, avec les véhicules électriques, et du coup, ces pays, ils vont, à la fois quand ça se passe bien, bah, ils vont en profiter énormément, mais quand ça se passe mal, et ben, à l'inverse, ils vont être très fortement impactés. C'est pour ça que nous, on se diversifie dans plusieurs classes d'actifs. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je fais, dans plusieurs classes d'actifs, ou dans plusieurs, secteurs, géographiques. Par contre, à l'inverse, et ça, c'est vraiment une erreur aussi que beaucoup de gens peuvent faire, c'est se dire: «Ah ben, la société, elle est diversifiée», et du coup, il y a un point qui est connu, c'est Sears aux US, mais sinon je peux vous donner aussi l'exemple de, Deutsche Telekom. Donc Sears, eux, ils sont carrément allés, sur un autre marché, et pareil, une grosse cata sur les marchés, justement. Et Deutsche Telekom, ils ont essayé d'aller, aux US. Ça leur a coûté très cher. Je crois qu'ils ont acheté ça 35 milliards au début des années 2000, et quelques années après, eh ben, ils ont dû passer, ce qu'on appelle un write-off, donc une dépréciation en français de 24 milliards dessus. Et bah, aujourd'hui, il y a des dettes qui sont très importantes, plus de 2 décennies après l'acquisition. Le, Deutsche Telekom, ils ont leur, performance, elle est 45 inférieure aux performances du marché européen.
Et pourquoi? Ben, parce qu'en fait, les sociétés, elles ont des zones de génie et c'est comme ça souvent qu'elles ont, réussi à croître. Et en fait, pour un investisseur boursier, c'est beaucoup plus, efficient généralement, bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais généralement, c'est beaucoup plus efficient d'aller investir dans une société qui est full, par exemple, full sur l'énergie, une autre qui est full sur la tech, une autre qui est full sur, le retail, pour vendre, des biens de consommation courante, plutôt qu'avoir une société, si demain, je sais pas, Total Energy ouvrait des supermarchés, bah, je suis pas sûr qu'ils seraient très bons là-dedans parce qu'en fait, ils ont pas la compétence. Et à l'inverse, si Carrefour, il se lançait dans, faire des puits de pétrole, et ben, c'est pareil, ce serait pas non plus, super efficient. Donc, généralement, avoir un point et si on regarde, par exemple, Apple, les profits pendant des années, et je pense que c'est toujours le cas, ils viennent de l'iPhone, voilà, ils ont se concentrer sur un produit en particulier. Alors après, il y a tout l'écosystème Apple autour, mais puis ils essayent forcément de se diversifier avec les services cloud, les MacBooks, les iPads, les Watch, mais le gros vient de l'iPhone et en général, bah, c'est comme ça, c'est pas pour rien que c'est la plus grosse société du monde. C'est peut-être parce qu'ils ont mis le focus au bon endroit avec le bon produit, même si, forcément pour être résilient, on essaye de se diversifier. Il y a eu, si vous regardez Microsoft, ils ont fait pas mal d'essais, hein, depuis, si vous avez, la trentaine bien avancée comme moi, on a connu il y a eu des téléphones, Microsoft Phone, on a connu je crois que les consoles Xbox, ils perdent encore de l'argent, ça doit faire, 25 ans qu'ils sont dessus. Ils avaient également des sortes de baladeurs un peu style, iPod. Pareil, ils ont arrêté, ils ont fait plein de tests. Bon, voilà, Microsoft sont toujours là parce que, bah, notamment le cloud, ça se passe, très bien, mais ils ont fait des tests et bon, les sociétés, c'est toujours ça. Profiter de l'avantage qu'ils ont avec, une vache à lait qui va générer des profits et puis ensuite essayer d'investir dans, le bon, levier de croissance comme Facebook a pu le faire avec Instagram, par exemple. Mais voilà, donc soit manque de diversification, soit aller sur des marchés, bah, qui sont pas adaptés tout simplement ou dans lesquels on n'a pas les compétences. Renault, c'est un bon exemple aussi, ils ont essayé d'aller aux US, ça s'est pas super bien passé, ils ont essayé de copier, Volkswagen et la Beetle à l'époque avec, où il y avait une super bonne campagne marketing. Vous la connaissez si vous avez regardé, Mad Men. Mais voilà, ça s'est pas super bien passé donc quand c'est trop, novateur, parfois il vaut mieux trouver des vieux business, qui marchent bien. Je sais pas, une société d'engins de chantier, ça fait rêver personne, mais voilà, on en aura toujours besoin et ça peut cracher du cash en continu plutôt que, essayer de trouver la nouvelle perle et souvent en fait, heu, c'est déjà pricé quand on a l'impression qu'il y a une innovation ou quoi, en fait le cours il a déjà énormément augmenté. Après, j'ai mis mais ça, c'est demande une analyse, plus poussée, bien sûr. Donc soit il y a des sociétés qui le font, hein, des analyses, soit vous pouvez le faire vous-même en lisant les stats financiers. C'est très très instructif. Donc j'ai mis le coût élevé en fait, de l'inconsistance dans les investissements. Donc et j'ai pris comme exemple, donc il y a Deutsche Bank qui ont fait pas mal d'essais, pour passer d'une banque d'investissement à une banque, corporate comme on dit, voilà, ils ont perdu des ils ont perdu des milliards, notamment en, 19 000 d'amendes. Ils ont réduit les effectifs de 18 000 emplois et en fait, ils ont, des retours sur investissement qui sont 3 fois plus faibles que, par exemple, UBS. Donc, notamment le return on equity, 5 contre 14 pour UBS. Donc voilà, ils ont essayé, mais ça se passe pas très bien. Après et ça, c'est le principal, point qu'on peut avoir dans une mauvaise gestion de société, c'est, ce qu'on appelle les M&A, merger and acquisition, des acquisitions, croissance externe de sociétés. Alors là, j'ai pris un exemple, qui est un peu moins connu que le deuxième dont je vais vous parler. Le premier, c'est Sanofi. Donc Sanofi, ils ont triplé leur dette, entre 2007 et 2018 et ils ont fait des acquisitions, pour, une s'appelle, Genzym, je sais pas si je prononce bien, 20 000 000, Ablynx 4 000 000 et en fait, ça s'est pas bien passé et du coup, le cours, bah, malgré, les événements, hein, qu'on a bien en tête encore maintenant, le cours et ben, il est inférieur à l'indice Eurostock Healthcare, donc l'indice européen sur, tout ce qui est, concernant la santé, 22 de, sous-performance
Et le gros, point qu'on connaît, la société qu'on connaît, beaucoup plus, c'est URW, Unibail-Rodamco-Westfield. Donc eux, Unibail, c'était le plus gros, et ça doit toujours être la plus grosse foncière cotée d'Europe, et ils ont fait, l'acquisition de Westfield à un souvent on appelle ça des multiples ou des taux de renta, mais nous, enfin, en tant qu'investisseur immobilier particulier, on appelle ça plutôt, des taux de renta. Mais ils vont dire, un multiple de 20, c'est-à-dire 5 de renta, que 100 divisé par 20. Et en tout cas, cette histoire de Unibail, vous pouvez regarder, ça a été vraiment la cata. Je crois le cours, encore aujourd'hui, il est à, je regarde en même temps que j'enregistre, il doit être aux alentours de, 80. Il avait vraiment été à un moment au plus bas, il a été aux alentours de 40, alors que, je crois qu'avant l'acquisition, il était à 240, avant l'acquisition de Westfield, donc qui a été vraiment une mauvaise acquisition, et surtout à un moment, en fait, ils ont voulu diluer. Et qu'est-ce qui se passe quand on dilue? En fait, quand on fait une augmentation de capital, on dilue les actions, donc en gros, pour le même gâteau, eh ben, il y a plus de mangeurs, plus de parts. Et ça fait que la valeur de chaque part, elle baisse énormément. Heureusement, il y a Xavier Niel qui s'était interposé, par rapport à ça, et c'est pour ça, moi, j'avais quand même une assez grosse position chez Unibail parce que, c'était la plus grosse foncière européenne. Et puis je me disais: «Ben, voilà, les foncières, c'est de l'immobilier, c'est solide et tout». Heureusement, bien sûr, c'était pas une très grosse partie de mon patrimoine, mais quand même, je l'ai bien senti, hein, je l'ai bien senti. Ils payaient des gros dividendes aussi pendant longtemps, alors qu'aujourd'hui, le dividende, il est plutôt faible, il est à 4 là, je regarde, mais à un moment, c'était pas loin de 10 de dividendes qu'on avait. Et voilà, donc ça, c'est vraiment, le pire truc, qu'on peut avoir, c'est, les acquisitions, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Les CEO, les gérants, ils veulent avoir l'air gros, et du coup, contrôler des grosses sociétés avec beaucoup d'employés, et ils vont acheter à peu près, tout et n'importe quoi, à tout et n'importe quel prix. Et ça va être au détriment de l'investisseur ou de l'actionnaire, comme un peu, à une échelle encore plus grosse, on pourrait imaginer un établissement public, sans le citer, par exemple, le c'est quoi l l'Agence française d'aide au développement. On en a un peu parlé là dans les news récemment, qui a apparemment doublé de taille en 2 ans, en non, en quelques années, en 10 ans peut-être, doublé de taille. Donc voilà, le président, je sais pas comment on dit, le président de l'agence française d'aide au développement qui, alors je sais pas si c'est vrai, j'ai vu qu'il gagnait 17 500 € par mois hors prime. Et tout ça pour, faire exploser l'endettement. Après, j'ai pas vérifié les sources, mais en tout cas, lui, voilà, ça lui paraît bien, on donne tant et tant, voilà, ça va le faire mousser, je pense en tout cas, de, donner beaucoup de subventions, de distribuer beaucoup d'argent, d'avoir beaucoup d'employés. Ils vont, visiblement avoir un siège social qui, va coûter 1 milliard. Donc pour rappel, le Burj Khalifa, la plus haute structure humaine construite, a coûté 1,5 milliard. Donc là, le siège apparemment, ce serait dans les 1 milliard. Heu, j'ai pas revérifié, hein, j'ai vu les news passer sur les réseaux sociaux, mais ça, alors oui, il y a le coût du travail en France, c'est pas le même qu'à Dubaï, mais bon, à mon avis, le résultat sera pas le même non plus. Donc les sociétés, c'est pareil, en fait, être plus gros pour le PDG, voilà, avoir une société qui fait beaucoup de chiffre d'affaires, beaucoup d'employés, ça souvent, ça l'intéresse plus que, avoir une société très rentable, et ça, c'est au détriment des actionnaires. Ensuite, numéro 4, on y arrive. Point numéro 4, alors, point numéro 4, qu'est-ce que j'ai à vous raconter? Donc je vous rappelle juste les 3 premiers points que j'ai mis, dette, société avec trop grosse dette, point numéro 1. Point numéro 2, la les problèmes de diversification d'activités, soit pas de diversification, soit, une diversification vers quelque chose qui a rien à voir. 3, des investissements qui sont inconsistants, et des acquisitions qu'on va payer, trop cher. 4, et en fait, c'est un pour les acquisitions trop chères, il y a beaucoup de gens, ils se font un portefeuille de, je sais pas, enfin, leur but serait d'avoir peut-être 100 appartements et ensuite de les vendre à une foncière. Typiquement, la foncière, l'idée, c'est qu'elle rachète avec une renta qui est moins bonne que la vôtre, et donc en fait, voilà, plus on est gros parfois, ou plus on veut devenir gros, et ben, il y a pas d'effet de contre, c'est pas comme la lessive, hein. Souvent, on va payer des choses avec des rentas, moins bonnes. 4.
Et ça, c'est là où ça vous concerne directement, c'est, les émotions, les décisions d'investissement basées sur les émotions. On le dit, je le redis dans la formation, c'est vraiment un point essentiel. Regardez la performance, si vous êtes investisseur boursier depuis plusieurs années, regardez votre performance de portefeuille et regardez ce qu'a fait le marché. Et voilà, on fait souvent on parle de DCA, on tient son DCA dans tous les cas et ça, c'est facile à dire quand ça monte. Là, la bourse depuis 1 an, elle va bien, donc il y a pas de souci, tout le monde est super intelligent et tout. Regardez l'argent que j'ai gagné et cetera. Sauf que parfois ça baisse et quand ça baisse et bah, j'ai été plusieurs fois dans ce cas-là, quand vous investissez 1 000 € et que le lendemain ça vaut 900 et le surlendemain 800, ça arrivait, hein, il y a 5 ans, hein, pile. Et ben, le mois d'après, c'est pas si évident de remettre 1 000 € et vous allez peut-être le remettre et quand ça a rebaissé et remettre 1 000 €, combien de fois vous allez le faire? Et ça, donc soit vous avez des investissements qui sont programmés, vous posez pas la question et vous suivez pas, mais c'est vraiment, pas si évident. Donc les émotions, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important et c'est ça qui plombe, hein. On le dit, les personnes décédées, souvent, sont des meilleurs investisseurs parce que, ben, voilà, malheureusement, bah, elles vont pas faire d'investissement basé, sur leurs émotions. Donc j'ai mis, bah, ceux qui sont trop à fond sur, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un peu le autant je suis un gros fan des usages de l'IA, autant, la valeur que ça, c'est assez compliqué, hein. On le sait, ça coûte énormément en serveur, ça coûte énormément, bah, c'est comme ça qu'NVIDIA, qui est, une des plus grosses sociétés du monde aujourd'hui, ça coûte énormément en électricité. Et on a du mal à voir, si vous avez un peu suivi, il y a une IA, chinoise, qui s'appelle DeepSeek, qui aurait été, enfin, vraiment, développée, enfin, notamment en aspirant pas mal de données visiblement de ChatGPT, mais en tout cas pour une fraction de son prix. Et c'est assez compliqué de savoir, à quel point, enfin, moi j'ai l'impression qu'il y a des IA, des nouvelles IA qui sortent, tous les jours. Rien que, on va dire pour les IA globales, il y a ChatGPT, il y a, Grok de Twitter, X, il y a, Google, il y a Claude, il y a pour les Français, il y a Mistral. Voilà, à quel point vraiment elles vont gagner de l'argent, elles vont tirer leur épingle du jeu. Il y aura pas une nouvelle IA qui va sortir, qui va, complètement, pour une fraction du prix justement, faire la même chose. Il y a pas mal d'IA qui sont gratuites encore aujourd'hui, malgré les coûts et tout ça. Donc, si par exemple vous aviez investi dans DeepL ou, il y a une autre société européenne, alors je la connaissais pas, c'est en faisant les recherches, j'ai trouvé Aleph Alpha. Et ben, elles ont eu, leur, valorisation qui ont, perdu 72 en 1 an, entre 2023 et 2024. Voilà, moins 72 parce que, ben, du coup, ça a rappelé un peu, l'épisode de la bulle internet dans les années 2000. Bah, on sait pas trop, voilà, ce qu'il en est. Donc les investisseurs qui avaient investi 48 000 000 et ben, ils ont perdu en moyenne 60 en investissant dans, les IA européennes. Ensuite, il y a, l'histoire du luxe en ce moment, c'est un peu impacté, notamment, Kering, hein, c'est donc, connu pour Gucci. Voilà, la demande, donc, LVMH, le le cours de l'action entre 2021 et 2023, il a fait plus 120 et on s'est dit: «Ouais, c'est quand même bizarre». C'est quand même bizarre, voilà, on en parlait avant, les price earning ratio, donc combien de fois on paye les bénéfices d'une société? 35 fois, pour LVMH, donc c'est quand même très élevé. Le luxe, c'est connu pour avoir des PER, élevés. Si vous regardez celui de Ferrari, il est complètement dingue. Mais voilà, le luxe, c'est connu pour avoir des PER élevés. Mais là, on se dit quand même 35 fois on paye. Est-ce qu'on achèterait un appartement, qu'on rentabiliserait enfin, qui il faudrait 35 fois la renta nette? Pas sûr, hein. Pas sûr, surtout que bon, le marché du luxe, la population, chinoise, elle augmente pas. Bon, alors il y en a qui vont dire: «Ouais, il y a de plus en plus de classe moyenne» et cetera. Et voilà, moi, bon, j'ai des actions LVMH, hein, pour pas mentir. J'avais des actions Kering que j'ai revendues, pour prendre des moins-values pour la fiscalité. Hem, donc de temps en temps, voilà, en fin d'année, je vends les moins-values, comme ça compense les plus-values taxables que j'ai pu faire. Après, si vous avez un PEA, vous n'êtes pas concerné. Mais donc voilà, Kering vraiment pas en forme, moins 40 en 6 mois. Et bon, on espère un rebond, parce qu'en plus Bernard Arnault, il a menacé de peut-être quitter le navire France. Bon, je pense pas, mais voilà, c'est pas la joie, c'est pas aussi la joie qu'avant. Et donc après, il y a, Total Energy.
Total Energy aussi, hein, c'est pas, super retour. Souvent, on en parle, dans les sociétés françaises: «Ouais, j'ai des actions Total et tout». Si on regarde Total, ça a pas super bien, performé et en fait, ils sont un peu assis entre 2 chaises, pour l'expression. C'est que soit ils investissent, dans les énergies renouvelables, pour l'instant, la rentabilité, elle est pas si folle, soit en fait, et c'est plutôt ce qu'ils ont fait en 2023, ils ont investi dans principalement des projets, fossiles, énergies fossiles et en fait, il y a aucun qui va vraiment bien parce que soit vous investissez, dans les énergies renouvelables, en fait, pour l'instant, c'est pas très, ça performe pas très bien et soit vous investissez dans tout ce qui est fossile, mais les marchés, ils aiment pas en fait, vous savez, il y a des critères ESG, environnement, social, gouvernance. Donc voilà, investir dans les émotions, avoir un peu des convictions trop fortes, ça paye pas, surtout si c'est la même que tout le monde, voilà. Investir dans l'IA, il y a 2 ans, ça paraissait une bonne idée, pas sûr. Investir dans Total, tout le monde est à fond, dessus, les Français, parce que c'est la société, souvent qui rapporte le plus. Bon, bah, c'est pas fou non plus. Si on regarde, vous regardez juste Total par rapport au CAC 40, c'est pas incroyable et par rapport au S&P 500, j'en parle pas et le luxe, voilà, tout le monde disait que c'était, super bien. Regardez les actions Kering et si vous voulez revendre votre sac Gucci, je sais pas à quel prix, vous allez pouvoir le revendre. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut être diversifié dans, vos investissements selon moi. Ensuite, on va attaquer la partie, 5. Ce sera, la dernière partie, comme ça fera un podcast de pile 1 heure, moitié IMO, moitié bourse et donc pour cette partie 5, j'ai mis, panic selling. La vente en panique et ses impacts sur le marché. Alors, premier exemple, Air France. Alors Air France, c'est pas un super bon exemple, parce que en fait, tout le monde a vendu en mars 2020. On sait ce qui s'est passé. 70 du, cours de bourse qui s'est effondré et en fait, c'est principalement des, investisseurs particuliers qui ont vendu les actions Air France et à l'inverse, j'avais acheté des actions Airbus un peu au même moment et ça s'est plutôt bien passé. Après, voilà, il y a une part de chance, hein, j'aurais pu investir dans le concurrent pour qui ça se passe pas très bien en ce moment et donc ben, Air France, ils ont vendu. Après, il y a eu un petit, il y a eu un petit rebond. Notamment si vous regardez, début, plutôt fin 2020, voilà, par rapport à il y a eu un petit rebond, mais depuis c'est la cata. Je pense que l'État est actionnaire d'Air France. Après, je trouve que c'est intéressant pour un État, alors ça c'est mon avis, d'homme non politique, qui ne gère pas de pays, mais je trouve que c'est intéressant pour un État d'avoir une compagnie aérienne, nationale parce que ça permet d'aller, bah, ça donne, beaucoup d'opportunités économiques pour le pays. Mais bon, voilà, quand l'État est, je crois que ça en Italie, ça s'est pas trop bien passé. Au Portugal, je crois que c'est pas trop bien passé non plus. Donc voilà, c'est, la panique sell, vendre quand tout baisse, c'est pas super bonne idée. Après, on en revient à nos chers Unibail Rodamco. En fait, j'ai mis, l'overreaction, la donc trop grosse réaction à en fait, j'ai fait le plan en anglais, hein, pour pas vous le cacher parce que, ben, quand on parle de j'ai essayé de prendre des exemples des sociétés US et françaises et donc quand on parle de finance très souvent, bah, tout est en anglais, donc j'avais fait le plan en anglais. Et donc en fait, quand, si vous regardez Unibail, en fait, quand les taux ont augmenté, donc comme je vous ai dit, en fait, très souvent, les, en fait, les sociétés ne remboursent pas leurs dettes, elles les font, rouler et en fait, Unibail, quand les taux ont augmenté, vers, vers l'année, 2022-2023, on peut voir que le cours, il a pas mal baissé, hein. Par exemple, au 2 juin 2023, il était aux alentours de 44 €. Là, aujourd'hui, il est plutôt dans les 80 €. Donc on peut voir que le cours, il a fortement, il a été impacté, en fait, par cette hausse des taux. En plus d'avant, ben, tous les business qui étaient fermés, les business physiques et cetera et donc il peut y avoir des réactions, qui sont, vraiment en les taux augmentent et du coup les prix baissent. Pareil, les obligations, je vois pas mal de gens qui parlent d'obligations. Alors ça, c'est vraiment, autant je comprends bien, le principe des obligations pour les sociétés qui, bah, c'est comme ça qu'elles se financent parce que souvent elles sont trop grosses pour faire des emprunts. Donc les obligations, si vous connaissez pas, c'est en fait, on découpe un prêt, un emprunt qu'une société va faire en un prêt pour, ben, des particuliers ou des institutionnels
Et en fait, là, il y a eu pas mal de gens qui ont parlé des obligations, alors que moi, je trouve que, enfin, en tout cas, c'est mon avis personnel. Hem, c'est pas un super, enfin, moi, je trouve que, voilà, on est très impacté par les décisions politiques qui sont notamment une hausse des taux d'intérêt. Si les sociétés, elles sont en mauvaise posture, et ben, on perd quand même son argent. Et alors il y a des plus hauts taux de recovery, hein, comme on dit, quand les sociétés sont liquidées, mais je sais pas, moi je trouve que puis, la performance, hein, c'est prouvé, la performance des obligations, elle sous-performe globalement les actions. Alors à moins qu'on soit vraiment sur un horizon de temps qui est très court. Voilà. Moi, je vois pas spécialement l'intérêt, mais on peut comprendre. Alors, soit si on a 10 millions, OK, on peut acheter des obligations à 3-4%. Mais sinon, ce qui n'est malheureusement pas le cas, je pense, de la plupart d'entre vous, les obligations, moi, je suis pas un gros fan. Bah, pour rien vous cacher, j'en ai aucune, à part, peut-être dans une assurance vie pourrie qu'une banque m'aurait refilé en échange d'un prêt immobilier. D'ailleurs, je vais retirer pas mal d'argent des assurances vie. J'avais des assurances vie françaises, enfin souscrits dans des banques françaises, pour avoir, à la place de mettre des apports, en fait, parfois on m'avait fait souscrire ça. Et là, j'ai envoyé cette semaine, pour rien vous cacher, je les fermer parce que, globalement, ça c'est globalement, les rendements sont pourris. Et voilà, alors je dis pas que c'est un risque probable à plus que 50, mais pour moi, il y a un risque, de tout simplement de saisie par l'État français, des montants, ou de blocage, ou d'augmentation de la fiscalité, ou de voilà, en ce moment, ils cherchent de l'argent partout. Et donc voilà, j'ai pas envie de, voilà, de leur laisser sous le nez de l'argent. Puis on me dira, si voilà, si ça arrive pas, on me dira: «Bah, mais pourquoi t'as fait ça et tout?» Déjà, ça performe pas bien. Et si jamais c'est saisi ou c'est bloqué, on me dira: «Bah, attends, il y avait tous les indicateurs, ils sont en train de taxer, tout dans tous les sens, et toi, tu crois vraiment que là où il y a le plus d'argent, on va pas te le prendre?» Donc voilà, je vais sortir ça, et je vais sortir ces, sommes, de mes comptes, français. Après, chacun fait comme il veut, bien sûr, mais on en revient à la diversification. Donc voilà, c'est un peu tous les exemples que j'ai voulu vous donner. Donc je vous rappelle, faites très attention aux sociétés. Alors bien sûr, il faut lire les cours, hein. Faut pas essayer de regarder des chandelles japonaises ou quoi, l'analyse technique, hein. Pour rappel, pour ceux, et pareil, vous pouvez, si vous voulez, me contredire, mais ça fonctionne pas, hein. Lire les courbes, les moyennes mobiles, les trucs comme ça, les résistances, les supports. On est à l'ère de l'IA. On est à l'ère de l'IA. Si ça fonctionnait, de lire des graphiques et d'investir dessus, voilà. Vous inquiétez pas que ce serait fait, et ce serait pas vous, en regardant des courbes et en traçant des traits, qui allez vous enrichir. En tout cas, moi, je connais personne qui s'est enrichi avec l'analyse technique. Et je pense qu'il y a aucune preuve. J'avais passé pas mal de temps, quand j'avais fait la formation sur la bourse, à trouver, à voir s'il y avait des preuves que l'analyse technique fonctionne. Donc lire les courbes, ça marche pas. En tout cas, il y a pas de preuve. C'est, voilà. Enfin, on peut croire en l'astrologie, on peut croire à la naturopathie, l'irisso, je sais pas, lire dans l'œil, tout ça. Chacun, ses croyances. Mais en tout cas, je pense que c'est bien plus fiable, les médecines alternatives, que lire l'avenir dans des courbes. Bref, donc je vous rappelle, vous avez moins 25% sur la formation, sur la bourse, grosbillet.com/bourse. Vous avez le lien dans la description avec le code promo Nice, et il est valable jusqu'au 25 mars. Deuxième point, l'événement à Lisbonne, pareil, lien dans la description. Et troisième point, l'académie des gros billets. Donc là, vous avez accès aux mises à jour, à toutes mes formations, les mises à jour qui sortent. Je vous ai sorti 2 énormes vidéos, 2 bangers. La première, c'est le régime fiscal que j'applique en immobilier, les régimes fiscaux des investissements immobiliers que j'ai, les avantages et les inconvénients, pourquoi j'ai choisi ces derniers. Et le deuxième, c'est le coût, de mon appartement qui a été ravagé. On a tout refait, et je vous montre comment l'intelligence artificielle, elle permet de bien comprendre les travaux, bien comprendre ce qui a été fait, bien comprendre le coût, et je vous dis, bah, combien ça m'a coûté de refaire tout l'appartement. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous, de vos proches, de vos gros billets, et investissez, de façon optimale. À très bientôt. Bye bye.